Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour Mehdi, le Canafi, quelle patate aujourd'hui, tu vois. Oui, quelle énergie. On a la forme, il fait beau, tu as une belle chemise qui fera, j'espère, l'histoire. Hein. N'hésitez pas à créer des comptes Twitter sur la chemise de Nico. Hein. On sait que certaines vestes, hein, Lloyd, salut, ont des comptes Twitter, donc espérons qu'elle traverse les âges et les temps. Je l'espère pour elle. Hein. Donc ça va, sinon, bonne semaine. Tout va bien, il fait 48 degrés à l'ombre à peu près là. Il faut le point météo avant chaque podcast, c'est important. Mais là, on est plutôt bien, on est plutôt au frais hein, pour vous parler de quoi au sommaire de cette émission. On va parler de la sortie récente de Stanley Parable sur console, hein, une version augmentée et nommée Ultra Deluxe. Hein, mais dans la première partie de l'émission, hein, nous repartirons dans le passé afin de replonger dans le cultissime Shenmue. Hein. Mais bon, on reste quand même dans l'actualité car la série animée, en fait, a été adaptée. Les deux premiers jeux vient de se conclure il y a 2 semaines, donc on en touchera aussi un petit mot. Tu nous as pas fumé du coup cette semaine. Je vous ai pas fumé, j'ai tenu la parole. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur une précédente émission, hein, le Red Alert 67 et non le 69, dans laquelle nous vous parlions du groupe Embracer et du rachat des studios occidentaux de Square Enix par Embracer. Bon, on attendait le bilan de la société Square Enix et il vient de tomber comme l'ensemble des éditeurs de jeux et constructeurs. Et donc on se demandait en fait si les projets Marvel avaient un petit peu fait flancher la croissance de l'éditeur japonais et donc qui aurait pu inciter la vente de ces studios. Eh bien, que nenni, les résultats de Square Enix sont en croissance, et même des résultats records, hein, all-time, 7% d'augmentation sur le chiffre d'affaires, 19% sur le bénéfice. Franchement, tout va bien navette, comme on dit. Quoi. Square Enix, ça va plutôt pas mal. Ce qu'on avait nous plus ou moins dit dans la chronique, qu'il y avait quand même très peu de raisons que ça flanche, malgré ce qu'on a pu escompter, ce qu'on a pu entendre sur vraiment la catastrophe des projets Marvel, donc Marvel Avengers en l'occurrence. Ouais, mais ça appuie aussi que le pôle occidental de Square Enix finalement ne jouait que peu de rôle dans les résultats financiers de la société, donc on peut comprendre aussi pourquoi ils s'en sont séparés quelque part. Carrément. Petite virgule aussi sur, par exemple, le chiffre d'affaires de Ubisoft au global. Si là je t'avais demandé, est-ce que tu penses que le chiffre d'affaires de Ubisoft est supérieur à celui de Square Enix ? En tout cas, moi, si tu m'avais demandé, parce que c'est toi qui as relevé cette information, moi je t'aurais dit, bien sûr que Ubisoft prend Square Enix et lourd en 4. Ubisoft va mal, et ça se voit dans les chiffres, et finalement Square Enix est devant, comme pas mal de monde. Ubisoft est quand même bien derrière sur les résultats. Ouais, c'est vrai qu'on avait pris un peu le pli de dire, c'est devenu un peu le 3e, 4e gros éditeur occidental et tout. Plus gros employeur, l'un des plus gros en Tencent, donc on s'imagine un chiffre d'affaires de ouf. Mais c'est plus la comparaison à l'année N-1, on va dire, hein, qui fait un peu mal pour Ubisoft, où on voit que le secteur est assez florissant, tout le monde bat ses records d'année en année, hein, que ce soit au Japon ou en Occident. Ubi, c'est un peu le mauvais élève là-dessus. Alors ça reste des chiffres énormes, hein, il y a pas le feu dans la demeure, comme on dit. Oui. Mais il y a des baisses dans l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices. Ubisoft va mal, et ça se voit dans les chiffres. Dernier retour sur la semaine dernière, j'ai mangé le nom d'un jeu, hein, je vous parlais d'un héritier de Tenchu, et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai retrouvé depuis, c'est Aragami 2, et il est disponible sur le Game Pass, donc si vous avez des envies de Shenmue et de Japon féodal façon ninja, voilà, c'est la petite reco en retour sur Aragami 2. Nico, est-ce que t'es chaud ? On part sur le cœur et le corps de l'émission avec Shenmue qui est dans l'actu. Il y a 15 jours, c'est terminé sur Crunchyroll et en 13 épisodes, l'adaptation des 2 premiers jeux en série animée, ce qui constitue la première saison de la série. Alors en revanche, il n'y a toujours pas d'annonce de suite à cette série animée. Est-ce que la malédiction pèse déjà sur ce projet ? Je sais pas. Alors on va parler de cette série, mais Shenmue c'est dans l'actu. Hein. C'est surtout une bonne occasion pour moi de poursuivre mon marathon top 10 all time. Alors j'essaie toujours de trouver un petit rapport à l'actu, hein, que ce soit pas 100% gratuit non plus. Alors c'est quoi ce truc de top 10 all time, hein, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, hein, c'est le Red Alert 54 et non le 69. Le mec a tout noté maintenant. En fait, ce top 10 all time, c'est que je vais essayer de refaire au cours de l'année mes 10 jeux préférés de ma vie afin de voir s'ils sont toujours au top dans mon cœur, pour savoir s'ils ont bien vieilli et pourquoi pas faire évoluer ce classement. Il y a sûrement des jeux récents comme The Last of Us 2, Red Dead Redemption 2 ou Returnal qui méritent peut-être d'entrer dans ce Hall of Fame, hein, comme on dit en NBA. Donc la difficulté avec ce Top 10 All Time, en fait, c'est de juger le jeu en évacuant la nostalgie. Ça, c'est super chaud car forcément, c'est des jeux qui ont compté pour moi. Ici, on va parler d'un jeu de Dreamcast, cette console, et tout ce que ça draine de souvenirs, ça brouille forcément un petit peu la perception. Alors pour juger en évacuant la nostalgie, on va adopter la méthode rationnelle
Alors là, on peut pas adopter la méthode scientifique, c'est déjà pris par Moguri, qu'on salue. Donc la première étape de cette méthode rationnelle, c'est de juger un jeu rétro en faisant une recontextualisation dans le passé et recontextualiser aujourd'hui qu'est-ce qu'il serait. Si on devait recontextualiser Shenmue 1, ça donnerait quoi? Alors, il est sorti en 99 et à l'époque, c'était l'un des plus gros budgets de l'industrie du jeu vidéo. Un budget estimé entre 50 et 70 millions de dollars. Avec l'inflation, on serait sur 70-100 millions aujourd'hui. Ce qui est énorme, hein, même si c'est pas non plus le plus cher de l'histoire. Il reste néanmoins dans les 10 plus gros budgets ever. Mais à l'époque, il y a que FF7 qui peut lui tenir tête en termes de budget. À l'époque, Shenmue, c'est le second plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo. Donc, quand même, quoi. Et donc, tout cet argent, c'était pas pour rien, hein. Shenmue, c'était un jeu à la pointe technologiquement. C'était un jeu entièrement en 3D dans lequel on pouvait se balader librement dans une petite ville et ses environs. C'était une sorte de monde ouvert complètement incroyable, hein, pour l'époque. Les possibilités étaient folles et jamais vues. Alors par exemple, là, on pouvait prendre quasiment tous les objets visibles dans la main, les tourner, les observer, ça ne servait absolument à rien, mais c'était juste réaliste, hein, car le réalisme, c'était quand même l'un des objectifs du jeu. C'était aussi un jeu avec un système de combat qui était équivalent à un jeu de baston, hein. Pour rappel, Shenmue, c'est à la base un RPG sur Saturn qui se nommait Virtua Fighter RPG, avec Akira en héros, ce qui explique un petit peu son look à Ryo et son style de combat, mais c'est surtout ce qui explique la qualité du système de combat. Voilà en très 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 gros ce qu'était Shenmue. Maintenant qu'on a posé les choses, si Shenmue devait sortir aujourd'hui, en 2022, ça donnerait quoi, maintenant qu'on a posé un petit peu ses fondations? Alors à ce jour, l'un des plus gros budgets qui existent, et le plus gros parce que on est dans le présent, c'est Red Dead 2 et Cyberpunk. On saurait même pas les chiffrer, hein, ces budgets. On estime entre 300 millions pour Cyberpunk, 400 millions pour Red Dead 2, et ça uniquement pour le développement, hein. Vous pouvez doubler la somme pour le marketing. Donc on est sur 600 et 800 millions, ce qui est plutôt pas mal. Donc notre Shenmue, aujourd'hui, ça serait dans cet ordre d'idées en ampleur. Sauf que contrairement à Cyberpunk et Red Dead 2, qui sont des jeux multiplateformes et donc qui peuvent compter sur un potentiel de joueurs maximum, Shenmue c'était un jeu exclusif d'une console et d'un constructeur, la Dreamcast de Sega. Donc en fait, il faut imaginer Red Dead 2 et Cyberpunk exclusifs à Sony ou Microsoft par exemple. Je peux parler de Nintendo parce que je sais pas si ça tourne. Le souci, c'est que la Dreamcast, elle a terminé son exploitation à moins de 10 millions de consoles vendues, donc même à l'époque, pour rentabiliser le jeu, il aurait fallu que chaque joueur l'achète 3 fois chez nous, ce qui n'est évidemment pas arrivé, et pourtant ils ont fait une suite, hein, comme quoi ces gars, ils avaient la foi. Ça te fait pas bizarre, toi, de te dire que, imagine-toi un Red Dead 2 ou un Cyberpunk, c'est plus gros budget aujourd'hui actuel, finalement exclusif? Ouais, ça montre que c'était un projet un peu par-delà les limites, quoi, et qu'il y avait aucune cohérence économique derrière, parce qu'on n'imaginerait jamais un aussi gros budget, un aussi gros jeu, se priver d'un parc de machines à quel qu'il soit. C'est incroyable, hein, franchement, c'est incroyable. Bon, retour à notre recontextualisation. Shenmue, aujourd'hui, c'est donc un budget record pour une aventure avec une ambition de dingue, comme pour Cyberpunk. Alors ne voyez pas le jeu cassé quand je parle de Cyberpunk, hein, je parle bien ici de l'ambition. En fait, comme pour Cyberpunk, Shenmue c'est aussi un monde ouvert, plus petit, avec des temps de chargement, mais dans l'esprit, c'est un petit peu un monde ouvert. Nico, t'en penses quoi de cette... Est-ce que t'es ok avec cette définition? C'est un monde ouvert, pas réellement... La définition est de toute façon très compliquée à définir. Ouais, c'est un monde ouvert à échelle de piéton, on va dire, quoi. Mais dans la sensation, tu vois, on était assez libre, on pouvait aller un petit peu où on veut. Ouais. Alors ça serait malhonnête de le comparer en termes de taille à Cyberpunk. Mais pour ce qui est de l'ambition de proposer une ville vivante, crédible, réaliste, je pense que c'est pas déconnant et plutôt honnête de le mettre en regard à Cyberpunk. Shenmue a même mieux concrétisé ses prétentions que Cyberpunk, je trouve. Mais cette comparaison, en fait, c'est vraiment pour se projeter, pour recontextualiser, hein. Si Shenmue sortait aujourd'hui, il aurait donc le budget, mais aussi l'aura et l'ambition de Red Dead 2 et de Cyberpunk. Et visuellement, du coup, ça donnerait quoi? Shenmue, quand il est sorti en 99, c'était une claque sans précédent. C'était pas qu'il était beau, en fait, il était sublime. Et surtout, on n'avait jamais vu ça. Donc pour se l'imaginer en 2022, Shenmue, ça serait un titre au minimum au niveau de Horizon 2. Ouais, le titre le plus beau du moment, quoi. Est-ce que tu commences à te projeter, là, au niveau budget? Alors c'est un monde ouvert, certes plus petit, mais aussi beau qu'Horizon 2. Voilà, Shenmue en 2022, ça serait ça. On serait donc sur un monde ouvert, pas forcément immense, mais aux possibilités incroyables, novatrices et inédites. Car la liberté d'action dans Shenmue, en fait, était, à l'époque, sans commune mesure avec ce qu'on connaissait. Encore une fois, c'était du jamais vu, c'était du jamais joué. Car pour rappel, GTA 3, le père des open world en 3D, est sorti 2 ans après Shenmue. Donc c'est pas rien, il était quand même là pour poser des bases et des fondations.
Mais c'est pas tout en fait. Notre Shenmue de 2022, il aurait aussi un système de combat à la pointe, genre Dead or Alive 6 ou Soul Calibur 6. Comme c'était le cas en 99 avec Shenmue d'origine, car c'était le système de combat de Virtua Fighter. Et on se rappelle, ou en tout cas tristement, on fait le bilan de se dire que les mondes ouverts aujourd'hui, le système de combat, c'est souvent le parent pauvre, hein. Ils sont limités, pas très fun, pas très profond. Est-ce que ça te fait rêver, là, encore, dans cette projection de t'attends au monde ouvert, et en plus, le monde ouvert, dans ce système, le système de combat, c'est le meilleur système de combat. Je sais pas, j'ai pris Dead or Alive, mais tu te dis, Arc System Works, qui aurait bossé ce système de combat dans un monde ouvert. Ouais, l'idée que t'es en train de monter autour de ce jeu commence à bien me plaire, mais ça me montre aussi que c'est impossible, déjà, de base, quoi, donc. Tu veux dire que l'idée était ambitieuse. Donc notre Shenmue de 2022, il est aussi beau que Horizon 2, il possède un monde ouvert aussi ambitieux et réaliste que Red Dead Redemption 2, avec un système de combat de Dead or Alive 6 et le budget de Cyberpunk. Voilà ce que donnerait Shenmue aujourd'hui. Alors cette remise en contexte, elle est marrante, mais elle est importante pour comprendre ce que les joueurs ont ressenti en 99, pour comprendre la puissance de la claque que c'était. Nico, est-ce que t'es ok? Tu te souviens? Est-ce que tu as la trace de la main de Sega sur la gifle que Shenmue nous a donnée? Mais c'était tellement une claque que même, tu l'as dit, avec le recul aujourd'hui, plus de 20 ans après, j'en reviens toujours pas en fait. Quand je repense à ce jeu, l'ambition qu'il avait à l'époque, oui. Tu vois, je viens de me dire en fait, il est sorti entre les deux Zelda, Nintendo 64, qui sont des immenses jeux. Et quand tu vois l'ambition technique déjà, ça a plus rien à voir en fait quoi. Et me dire qu'ils avaient pondu ça en 1999, je trouve ça incroyable quoi. Incroyable. Alors voilà pour la recontextualisation dans le passé, on le remet dans le puis on le remet dans le présent. Mais si on joue en 2022 à Shenmue, ça donne quoi? En fait, c'est complètement ouf, ça reste complètement ouf, et en fait, ce qui est incroyable de constater, plus de 20 ans après, c'est que le jeu tient encore complètement la route. Quand Yu Suzuki a imaginé Shenmue, déjà, il avait notre âge aujourd'hui, il avait 37 ans. Nico, déjà, ça fait bizarre ou pas? Est-ce que tu es prêt à sortir Shenmue, là? Mon chef-d'œuvre, je serais prêt à faire mon acmé créatif, je ne sais pas. Alors, il avait notre âge, et surtout, plus important dans l'ambition, c'est qu'il voulait aussi sortir de sa zone de confort. Hein. Alors c'est la formule bien connue, on dit que si Shigeru Miyamoto était le père du jeu vidéo, Yu Suzuki en serait la mère, tant ce dernier a aussi révolutionné le média, même si Yu Suzuki a surtout œuvré dans l'arcade, contrairement à Shigeru. Mais avec Shenmue, en fait, il voulait tout simplement redéfinir le RPG japonais, ou tout du moins en donner sa définition à lui. En fait, il voulait s'extraire des codes des JRPG, déjà à l'époque, 99, les clichés du héros qui se réveille, les points d'expérience, la narration, les chevaliers, l'heroic fantasy, tout ça, il voulait en sortir. Donc, ambitieux dans le budget, dans le projet, mais aussi ambitieux personnellement. Yu Suzuki, il avait vraiment, il voulait se dépasser, il voulait dépasser les genres. On s'en souvient pas trop de ce fait-là qu'il voulait aussi changer le JRPG. Moi, tu vois, on en parlait tout à l'heure de Virtua Fighter RPG. J'ai l'impression qu'on s'en souvient moins de ça. C'est vrai qu'on n'en parlait pas tant comme une évolution du RPG, plus comme un genre à part entière, un nouveau concept, un nouveau système. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup à voir avec ça aussi, et ça m'étonne pas que on sait que Suzuki était un mec aussi très dans la compétition, et quand il voyait l'âge d'or un peu des JRPG japonais de l'époque, ça devait le titiller un peu d'aller sur leur terrain quoi. Fin des années 90, donc le jeu a été publié en 99, au moment où le projet a été lancé, évidemment on était en plein milieu de ça. Et en redéfinissant le JRPG, il a quelque part proposé sa version du monde ouvert, car le monde ouvert, dans sa promesse, dans sa structure, qu'on connaît tous aujourd'hui, n'avait pas encore son modèle, qui était GTA 3, on le répète, on vous le redit, qui sortira 2 ans après Shenmue. Et quand on joue à Shenmue aujourd'hui, on constate que la forme du monde ouvert de Shenmue, elle est très singulière. Une forme qui n'a pas fait école, et qui n'a pas inspiré la formule GTA 3, et qui a encore moins inspiré la formule plus libre, façon Skyrim ou Breath of the Wild. Ça reste une formule du monde ouvert encore unique à ce jour. On pourrait même dire que c'est une forme hybride, linéaire et plutôt ouverte. Un monde ouvert dans lequel l'illusion de la liberté était parfaite, alors que notre exploration, en fait, est restée plutôt cloisonnée dans ce qu'on pouvait faire. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'émission EX, donc de Ghost of Tsushima, où on a un peu ouvert le débat sur le monde ouvert, je faisais une analogie des mondes ouverts en les comparant à un système solaire. Pour moi, des mondes ouverts, en fait, il y en a 2 sortes. Il y a ceux où, en fait, on est une planète du système solaire, donc c'est un monde ouvert qui vit par lui-même, genre celui de Majora's Mask, celui de Outer Wilds. On est une planète parmi d'autres, et en fait, on tourne autour d'un soleil, on tourne autour d'un monde ouvert qui vit par lui-même. Et il y a les autres mondes ouverts, ceux où en fait on incarne le soleil. C'est un monde ouvert dans lequel tout tourne autour de nous. Donc ceux de Assassin's Creed, GTA, Horizon, mais aussi Elden Ring, Breath of the Wild. La plupart des mondes ouverts, on se retrouve le héros, l'ensemble du monde est ouvert, mais
Tout tourne autour de nous, c'est pour ça qu'on est ce fameux soleil. Shenmue, c'est encore différent. Shenmue, c'est les deux. Le monde ouvert de Shenmue, il vit par lui-même. Tous les persos, en fait, ils ont une vie, une routine. Il y a une météo, il neige en Noël, on peut même croiser le Père Noël. Les jours, ils défilent à partir d'un calendrier. Mais tout tourne aussi autour de nous, du héros Ryo. Par exemple, si vous glandez trop dans votre enquête, et que la date du 15 avril arrive, le jeu il se termine, c'est la mauvaise fin, il y a lundi, il te retrouve, il vient te chercher, et il te bute. En fait, vraiment glander. Faut vraiment glander. En fait, le début du jeu, il est le 29 novembre 1986, donc ça va jusqu'au 15 avril, on a 4 mois et demi à peu près pour au moins avancer dans l'histoire, et si vraiment on traîne trop à la salle d'arcade, Landy, lui, à un moment, il en a marre, et il vient te défoncer. Tu l'as déjà vu cette mauvaise fin? Non, mais je sais pas ce que ça représente en termes d'heures de jeu, parce que ça doit être quand même un paquet, parce qu'il te laisse vraiment le temps d'aller au bout, quoi. Ouais, c'est carrément costaud. Parce que là, tu vois, tu l'as refait, moi je l'ai refait aussi il y a quelques années, on a mis quelques jours de temps de jeu réel, de temps de jeu du jeu, quoi. Ouais, mais en plus, on le connaissait déjà, donc c'est vrai qu'on allait un petit peu tout droit. En fait, l'illusion de liberté de ce pseudo monde ouvert, c'est surtout dû à l'immersion. En fait, on est plongé dans le monde de Shenmue avec un niveau de détail si fort, une crédibilité si tangible qu'on y croit. On y croit même aujourd'hui. Je vous le dis, j'ai refait il y a quelques semaines. On y croit. C'est ouf. Tout à l'heure, je parlais de Red Dead 2 pour une comparaison sur ce réalisme. On a dit, ah ouais, dans Red Dead 2, tu te baisses, tu prends l'objet. C'est un petit peu le même. Dans Shenmue, c'était un petit peu cette ambition aussi. Ouais, et puis c'est vrai parler de photoréalisme pour Shenmue, c'est un peu bizarre parce que technologiquement, c'était ça a plus rien de photoréalisme, mais à l'époque, ça avait cette ambition. Rien que d'avoir un perso où on voyait ses doigts animés indépendamment et bien distincts et tout, c'était pas juste une texture toute plate. Qui était un enfer. Déjà, c'était du progrès de ouf, quoi. C'était un enfer, ces doigts là qui prenaient l'objet, qui le tournent, et tu pouvais vraiment le tourner dans le jeu. Donc techniquement, à l'époque, c'était incroyable, mais techniquement aujourd'hui, ça vaut plus un clou, hein, y a pas de souci. Mais les possibilités restent encore exceptionnelles. Hein. Tu vois, vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et c'est parfois même des contraintes, tu vois, il faut patienter pour atteindre l'horaire d'un rendez-vous, ou l'ouverture d'un magasin. Finalement, on se retrouve un peu à vivre normalement dans un Japon pas si fictif que ça. Mais là aussi, excuse-moi, mais d'imposer de la contrainte dans un jeu, c'était quelque chose qui n'existait pas trop. Exactement. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus vu à droite à gauche que là aussi, je trouve qu'il est assez précurseur, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on serait même tenté à dire où est la qualité de vie, c'est-à-dire que pour atteindre un rendez-vous, on dirait mais elle est où la fonction avancer le temps. Ce qu'il a fait dans le 2, mais je trouve d'imposer cette contrainte. Alors sur le moment, ça peut saouler. Il y a des moments qui sont un peu contraignants dans le jeu, on va pas se mentir, mais ça reste du génie, quoi. Carrément. Donc c'était ça aussi un petit peu la vision du jeu de rôle japonais de Yu Suzuki, c'était cette immersion, un jeu dans lequel on incarne en fait réellement un personnage, et dans lequel en fait en tant que joueur, on va découvrir une époque. Ici Shenmue, ça brosse le portrait assez fidèle d'une société japonaise des années 80, de la fin des années 80. Dans le jeu, on y voit bien la consommation en outrance, alors qu'on est pourtant, tu vois, en campagne. C'était ça aussi le pouvoir de Shenmue, c'était le pouvoir de l'immersion. Est-ce que t'as des beaux souvenirs, toi, d'immersion, de te dire que tu te balades dans le Japon et que tu t'y croyais, en fait? Je te dirais que je suis allé 3 fois au Japon dans ma vie, et 2 fois en vrai, et 1 fois dans Shenmue, quoi. Franchement, c'est putain, punchline. Non, mais c'est vrai que pour nous occidentaux amoureux du Japon, ça fait partie d'un des gros points forts du jeu, c'est ce côté carte postale, tourisme. Et en plus, c'est un Japon que en tant que touriste, moi j'ai pas vraiment découvert le côté, comme tu l'as dit, un peu plus campagne, nature, on n'est pas à Tokyo. Donc ça a un charme indéniable, et je pense que même pour les Japonais aussi, ça doit être cool. J'imagine un jeu comme ça en France qui se passerait dans les années 80. Carrément. Je pense que ça me ferait kiffer de ouf, quoi. On s'y croyait. Et donc l'immersion de Shenmue, elle est aussi soutenue par une cohérence qui est globale. Hein. On l'a vu, tout semble réel, ou du moins tout semble crédible. C'est le cas des bastons. En fait, le jeu, il n'abuse pas des combats. Tous les combats ont un sens. Chaque bagarre, en fait, se justifie un peu. C'est pas des rencontres aléatoires qui ont été mises là pour remplir le jeu d'action. Tous les combats sont légitimes vis-à-vis du scénario. On va défendre quelqu'un, croiser. Contrairement à Yakuza, pour le coup, et ça m'a toujours étonné, c'est que Yakuza a gardé ce trope du JRPG où tu peux te faire tomber dessus par des mecs dans la rue sans trop savoir pourquoi. C'est clair. D'ailleurs, on en parlait dans le Red Alert 66 et non le 69, dans lequel on parlait de Chrono Cross. Et tu vois, du nombre incroyable de textes, de situations que le jeu y proposait, c'était complètement ouf, que c'était gargantuesque. Shenmue, c'est tout aussi gigantesque. En fait, à chaque étape de l'enquête de Ryo, il y a tous les PNJ, ils ont une nouvelle chose à dire, et tous les PNJ sont doublés. Et pour l'immersion, il faut dire que ça aide. On parlait tout à l'heure d'ambition démesurée, c'était pas du vent, hein. Surtout quand on sait que chaque PNJ possède un passé, un visage, une voix et une routine. Est-ce que c'est ouf? C'est ouf parce que l'un des points, par exemple, que les mecs regardent sur Cyberpunk, c'est regardent à quel niveau les PNJ sont dupliqués. Alors,
en termes d'ampleur et de nombre, ça n'a plus rien à voir, évidemment. Mais bon, la technologie non plus n'est plus la même. Et que Shenmue, le mec se dise, ça sera, chaque PNJ sera unique avec une voix, une ganache, un planning. Ouais. Là aussi, c'est dingue. L'ambition est dingue. Complètement dingue. Alors, aujourd'hui, en 2022, le nouvel étalon du jeu vidéo, c'est un peu Elden Ring. Elden Ring, c'est un peu le modèle du monde ouvert, c'est un peu le modèle de l'immersion, c'est un peu le modèle de l'originalité, c'est le modèle de tout. Alors, comparer Elden Ring à Shenmue, je sais pas ce que ça vaut au niveau pertinence, mais quand j'ai rejoué au jeu de Yu Suzuki, j'ai très souvent pensé au dernier jeu de From Software, très souvent, et les qualités en fait qu'on attribue à raison à Elden Ring, elles sont pas si nouvelles que ça, on va le voir. Alors Elden Ring, c'est avant tout un jeu de l'expérimentation, il faut essayer les choses pour les comprendre. Shenmue, c'est un petit peu pareil, on expérimente aussi énormément, on perd du temps à tout essayer, on teste les possibilités du jeu, et on teste les développeurs afin de savoir si eux, ils ont pensé à tout. Nico, est-ce que tu te souviens, ouvrir chaque tiroir, essayer de voir si tu peux prendre ce moindre objet qui ne sert à rien, cette expérimentation-là? Ouais, alors je suis moins ce type de joueur, moi, qui vais m'amuser à bidouiller tout, à checker tout, voir machin, s'ils ont pensé tout ça. Mais ce qui est marrant dans Shenmue, c'est que il y a beaucoup de futilité là-dedans, en fait. C'est que tu peux faire plein de trucs, mais plein de trucs ne servent à rien. C'est clair. Donc, comme tu dis, ça remplit un rôle de crédibilité. Mais l'intérêt ludique, au-delà de ce que tu peux faire, même, tu vois, les collectes d'objets et tout, ça reste au-dessus cas perso, quoi. Elden Ring, c'est aussi un jeu plein de mystères, plein de secrets. Du mystère et des secrets, Shenmue, il n'en manque pas. On part quand même à l'aventure pour venger notre père avec un seul indice, une voiture noire, sans rien savoir de plus. Et ce que je trouve intéressant, et là où le parallèle est peut-être un peu cavalier avec les Souls, c'est que les termes utilisés pour désigner les mafias, les groupes de personnages, sont très mystérieux dans Shenmue. Nico, si je te parle des Three Blades, des She-Human, ça te parle? Ça se rappelle des souvenirs? Grave, ouais. Mais rien que la voiture noire et tout, pour moi, tu vois, je trouve que c'est un point de départ assez génial. On dirait une enquête, un roman policier, quoi. Mais ouais, t'as ce côté super folklorique, en fait, qui est étonnant, quoi. C'est ça, le côté vraiment un peu mythologie ramené aux années 80, quoi. Exactement. Et en fait, ils vont créer, comme tu dis, le mot que tu choisis est très bon, je trouve, des espèces de mythologie, les Three Blades, pardon pour mon accent, mais en fait c'est le barbier, le coiffeur et le restaurateur qui ont chacun un ciseau, un couteau et tout. Et en fait ils ont entouré ça de mystère avec un nom, avec une consonance. Et quand toi tu es dans ton enquête et on te parle c'est les Three Blades, en fait tout ce que tu veux, toi, ça à l'époque, en fait dans ce moment du jeu, c'est trouver des Chinois dans la ville qui vont pouvoir t'aider parce que Landy en fait est habillé, on sait qu'il est chinois. Ouais. Et ça avance comme ça, et d'avoir mis des termes comme ça mystérieux, j'ai retrouvé ça encore une fois complètement extraordinaire. Mais ce qui est cool, c'est que je trouve ça fait un peu comprendre pourquoi c'est un jeu des années 2000, fin des années 90 qui se passe dans les années 80. T'as ce côté monde vu par les yeux d'un enfant un peu, où justement tu dis le coiffeur devient un mec des Three Blades mystérieux. C'est un peu genre les Goonies version Japon des années 80. Ouais, carrément. Donc du coup, on l'a vu, la découverte, l'inconnu, le mystère dans Elden Ring nourrissent encore aujourd'hui beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux ou pendant les goûters chez Serd. Et ceci car chaque partie de Elden Ring est différente. Chaque expérience, en fait, pour chaque joueur est différente. Mais c'est aussi le cas de Shenmue. L'expérience de chaque joueur, comme un Souls, sera en fait très personnel. On traversera le même scénario, mais les à côté et le ressenti seront un petit peu différents. Et je pense qu'on aurait parlé de Shenmue comme un Souls si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque. Nico, je t'aurais demandé, sûrement sur Twitter ou autour d'un goûter, je t'aurais dit, est-ce que tu as nourri le chat? Combien de fois tu l'as nourri? Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que tu es allé voir Nozomi dans le parc la nuit? Vous la connaissez cette tout le monde la connaît pas, le fait qu'on peut aller voir Nozomi la nuit. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que on aurait créé aussi de la discussion autour de Shenmue? Ouais, c'est un jeu qui crée sa propre aventure personnalisée quelque part, et comment chacun va l'appréhender, on va découvrir ces trucs. Et c'est vrai que t'as raison, je trouve, de ramener ça un peu au jeu From Software, ça se rapproche là où on peut partager notre expérience. Après, là aussi, ça reste, je dis limité, mais c'est pas pour être péjoratif vis-à-vis du jeu, c'est que ça va jamais bien loin, en fait. Non. Mais ça contribue à, justement, le côté roleplay du personnage de Ryo qu'on incarne. Et cette recontextualisation, c'est que à l'époque, on est en 99, donc les possibilités vis-à-vis de tout ce qui sort à côté, là, c'est incroyable. Aujourd'hui, ça reste peut-être limité. Donc, From Software, c'est le studio à l'origine des Souls, ils se sont surtout démarqués par la confiance qu'ils avaient envers les joueurs. Et dans Elden Ring et dans tous les jeux du studio, en tant que joueur, on doit se prendre en main. On n'a pas de journal de quête, pas de point d'interrogation, sur une carte qui n'existe même pas dans les premiers Souls et qui est assez cryptique dans Elden Ring. Dans Shenmue, le joueur est aussi responsable, il est responsabilisé comme rarement dans un jeu vidéo. C'est au joueur de gérer son temps, c'est à lui de tenir son planning, de gérer son calendrier, c'est à lui de mener son enquête.
Et en fait, il est si libre qu'il y a des dissonances qui peuvent naître entre ce que le jeu nous dit et ce qu'on fait. Alors, un exemple tout bête, à la fin du jeu, quand Ryo va sauver Nozomi, les deux persos semblent assez proches. Mais si tu passes beaucoup de temps avec elle et que tu vas souvent la voir, ça fonctionne. Mais comme t'es libre, tu peux choisir de la bolosse, tu peux choisir de pas aller chez le fleuriste, de jamais la voir. Et en fait, ce genre de dissonance, c'est assez inévitable dans un jeu narratif qui laisse pourtant beaucoup de latitude aux joueurs. C'est quand même assez rigolo ça de voir la différence qu'il y a entre la liberté que le jeu te donne et finalement ce que le jeu te raconte. Ouais, et puis comme tu dis, il faut se prendre en main dans le sens où t'auras jamais d'indication sur ta map en mode faut se rendre là, faut être à telle heure. Enfin, c'est toujours à toi, comme dans la vraie vie, de te prendre en charge, de te lever le matin, tu te douches, tu vas au travail. Faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et même dans Shenmue 3, il faudra même manger, mais c'est un autre débat. Une autre preuve de la grande confiance laissée aux joueurs dans Shenmue, c'est l'absence de cartes. Alors, encore un élément qui nous fera penser aux Souls. Dans Shenmue, tu n'as pas de flèche qui t'indique le chemin. T'as pas d'indicateur d'objectif, t'as pas de minimap sur l'écran, donc le HUD, pas de carte, et t'as pas de carte si t'appuies sur Start, t'as absolument rien. Tu peux te rendre dans des cartes physiques dans une ville. Si tu peux. Tu peux pas, on peut pas les acheter, je me rappelle plus. Tu peux les voir. Tu peux les voir. Et cette absence de... En fait, c'est un petit peu comme les Souls, il va falloir que tu te repères géographiquement, que tu retiennes. Et cette absence de carte, elle est même logique. On n'est pas censé se balader avec une carte quand on est dans un quartier proche de chez nous. Et l'absence de minimap GPS au bord de l'écran, elle est aussi assez logique vis-à-vis de l'époque à laquelle on évolue. Ça n'existait pas. Et on a vu que le rapport à la cohérence dans Shenmue est quand même assez fondamental. On possède en revanche une montre boussole. Je sais pas si tu t'en es servi de cette montre. Non, pas trop. Je suis pas l'ami des boussoles, moi. Pourtant, il faut retenir l'heure à laquelle certains magasins ouvrent et des fois tu dois aller voir les fameux sailors, tu t'en souviens, les marins, ils vont au bar qu'à un certain horaire et à certains bars, c'est à 21h le soir, il va falloir attendre jusqu'à 21h et ta montre va te servir à ça. C'est marrant, en refaisant le jeu, j'ai remarqué que le titre, dans les changements de réalisation, dans les champs contre champs, la boussole change. Je sais pas comment c'est calculé, mais c'est vraiment énorme, c'est que t'as vraiment, ça fait nord-sud, c'est trop rigolo, ça ne sert absolument à rien ce que je vous raconte là, mais j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Alors d'un Shenmue, il faudra aussi surtout se repérer grâce à la mémoire géographique. Il est primordial de se souvenir de certains points d'intérêt dans la ville. Dans chaque seconde, Shenmue va t'inviter à observer. Alors, c'est dans le game design, donc le game design, c'est comment le jeu est fait, et c'est aussi dans le gameplay. Le gameplay, c'est ce que nous, on va faire. Regarder, c'est l'action principale dans Shenmue. C'est regarder même qui va déclencher les actions contextuelles. Il va falloir passer en vue subjective et observer, et s'il y a une action qui est possible, un zoom va se produire, il y aura pas un gros bouton géant au milieu de l'écran pour te dire t'as un truc à faire. Ça qui peut jouer des tours aujourd'hui, je trouve, quand on y rejoue. Je pense que les jeunes joueurs... Pour ouvrir un tiroir, des fois, c'est un peu compliqué. Exactement, même au magasin. Dans le magasin, il va falloir que tu t'approches du rayon, que tu appuies sur la vue subjective, et il va en fait, un zoom va s'opérer sur les objets que tu vas pouvoir acheter. Mais de façon... aujourd'hui, c'est complètement contre-intuitif. Tu vas pouvoir te dire, un joueur un peu plus jeune va dire, ou alors qui a pas l'habitude, va dire, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais pas pouvoir... J'imagine que tu vas parler du stick niveau le mappage. Et dans sa version originale, le stick gauche, en fait, ne servait pas à contrôler la caméra, il servait à contrôler le regard du héros. Et la nuance est très importante. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais c'est ouf. C'est qu'aujourd'hui, le stick, c'est devenu l'alpha et l'oméga du contrôle. C'est là où on se déplace parce que c'est les mœurs qui ont évolué dans ce sens-là. Et à l'époque, ça avait déjà commencé avec le 64 qui avait déjà son stick. Exactement. Et tout. On était déjà passé à cette façon de faire. Et d'imposer justement les déplacements sur la croix directionnelle et le regard sur le stick, ça montre bien qu'ils ont voulu mettre l'accent sur le regard. Quelque chose de fondamental, en fait. Tu pouvais pas taper un 360, c'était la caméra contrôlait le coup de Ryo, c'était le regard de Ryo. Après, t'avais la gâchette pour te bloquer en mode course. Exactement. Un peu, ce que David Cage reprendra aussi dans ses jeux en termes de mode de contrôle dans un premier temps, quoi. Les Souls aussi utilisent beaucoup les gâchettes. Qui a fait courir Shenmue sur la gâchette? Ryo, c'était... Tu sais que dans les Souls aussi, on dit aujourd'hui que c'est très intéressant la façon dont il faut parler plusieurs fois au PNJ pour qu'ils disent. Dans Shenmue, il faut parler plusieurs fois, et des fois, t'as vraiment pas d'indication qui te fait croire qu'il faut lui parler plusieurs fois. Je l'ai même pas mis, ça. Tu vois, là, le mec est en train de bouleverser le monde du jeu vidéo. Ouais, c'est pas moi, c'est Yu Suzuki, j'ai rien fait, moi. Or, dans le même ordre d'idée, en fait, quand un personnage va t'apprendre un coup, ça arrive fréquemment dans Shenmue, en fait, il faudra l'observer et il faudra écouter. Le personnage va te dire, pour faire le tornado kick, il va falloir que tu fasses un pas en avant, puis un pas en avant, et là tu jettes ton coup de pied. Ce qui va se traduire manette en main par avant pied. C'est incroyable. Ça, je trouve ça dingue. En fait, c'est vraiment l'apprentissage de la vie réelle, en fait. C'est qu'on te mâche pas le truc en te mettant le mapping de bouton. Pas les... c'est genre, comme dans un jeu de baston où tu verrais les inputs et tout. C'est,
observe et reproduit, quoi. Et, tu auras les inputs, si par exemple dans Shenmue, tu peux aller dans des parkings, dans des terrains vagues pour t'entraîner, là tu vas pouvoir vraiment voir les inputs et tu vas pouvoir constater la profondeur du système de combat incroyable de Shenmue, mais dans ces séquences, il va falloir regarder et observer parce que, comme dans les Souls, le regard et l'observation sont essentiels, sont au cœur du gameplay. Donc, la confiance, la confiance, on l'a dit. En fait, j'ai imprimé le mauvais plan. Donc, Donc la confiance envers le joueur, on vient de le voir, Shenmue, il en a à revendre. Il faut enquêter soi-même, se repérer soi-même, avec pour seul outil notre jugeote. Enfin, j'exagère un peu, le jeu nous propose un outil, c'est le carnet de notes. Et c'est dans ce carnet que Ryo va inscrire des indices qu'il récolte. Et ce carnet sera au centre du jeu, ce sera le lien avec le joueur et le lien diégétique, donc ce qui veut dire que c'est cohérent et logique au sein de l'univers du jeu. D'ailleurs, Shenmue nous le dit texto que ce carnet sera fondamental car c'est la première interaction qu'on aura avec le jeu, la première fois qu'on pourra bouger quelque chose, ça sera ce carnet. C'est quand même pas anodin. Tu t'en souviens de ce carnet? C'est vraiment le truc... Oui, c'était un mi-journal de quête, mi-récap de l'histoire, et c'est vrai que ça fait très Souls dans l'esprit. Avec un peu de mystère aussi. Ouais. Mais les Souls, c'est vrai que là, le carnet te laisse des espaces vides pour les scénettes ou les moments que t'aurais loupé. Je pense que les Souls t'auraient pas laissé ça, en fait, pour pas te laisser entendre qu'il y avait autre chose. Ouais, bah, du coup, c'était peut-être mieux fait. Et en plus, c'est extrêmement dur de le remplir entièrement, ce carnet. Là, quand je l'ai essayé de refaire, j'essaie de remplir à fond. Je parlais à tous les PNJ à chaque séquence, comme tu vois, je me souvenais comment était structuré le jeu. Je me suis dit, là, et j'ai pas réussi. Il y a vraiment des trucs qu'il faut faire ultra précis. Je me demande même s'il est possible de le remplir. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Dites-nous. Si vous avez déjà réussi à le remplir, ça serait incroyable. Donc ce carnet, il y a quelque temps, on parlait de Tunic et de sa notice et de son importance. Ben, ici, c'est un petit peu pareil. Imaginons une édition collector avec le carnet du jeu, le carnet de Shenmue, mais le carnet qui est complet avec tous les indices. Ben, ça casserait complètement le game design du jeu, parce que l'enjeu pour Ryo, c'est retrouver l'assassin de son père, alors que notre objectif, à nous, en tant que joueurs, ben, c'est remplir le carnet. Ça exploserait complètement les jeux. Enfin, c'est complètement le design du jeu. Ben, voilà, en gros, ce parallèle avec Elden Ring, de l'avoir refait alors je l'ai refait comme toi quand dans sa version HD quand il est sorti avec le 2, de le refaire aujourd'hui me fait constater à quel point il est sensationnel, mais ce n'est pas encore l'heure de conclure cette chronique parce qu'il faut parler de la série. C'est quand même mon point d'entrée. Est-ce qu'on est obligé, non? Bon, ça sera rapide. Hein. Alors déjà, pourquoi faire un animé, que ça soit Shenmue ou même pour les autres, il faut savoir que faire une série animée, ça coûte tout simplement beaucoup moins cher que faire une série live, et ça atteint des audiences qui sont assez équivalentes aux séries live. C'est pour ça que tous les Netflix, tout ce que vous voulez. Alors Crunchyroll sont spécialisés dans l'animation et dans les mangas, mais vous voyez fleurir sur Netflix énormément de séries animées, mais c'est parce que les résultats sont extrêmement bons et que c'est bien moins coûteux qu'une série live. On voit donc des séries fleurir, et on voit aussi beaucoup d'adaptations en jeux vidéo, Cyberpunk, Cuphead, Tomb Raider, Sonic, Castlevania, il y en a plein. Je cite pas Arcane parce que ça coûte un bras et que du coup là c'est incohérent avec ce que je viens de dire. En fait, ce qui est important aussi de savoir, c'est que beaucoup de producteurs cherchent à faire des séries animées, mais c'est compliqué parce qu'il y a une pénurie d'animateurs dans le monde, mais aussi au Japon. Du coup, les producteurs se rabattent beaucoup sur des studios d'animation US, comme Castlevania par exemple. La série de Shenmue, elle est faite au Japon, l'honneur est sauf, mais bizarrement garde un petit peu cette patte graphique uniforme, un peu ces séries animées Netflix, bien que là on est sur du Crunchyroll. T'as pas regardé la série, mais t'as pu observer peut-être, je sais pas, un trailer. Moi, je suis pas très fan de la patte de l'animation. Les combats sont très sympas, mais le style graphique, j'en suis pas très fan. Ouais, ça a moins de charme que le jeu en fait, ce qui est un peu con quoi. Ouais. C'est dommage. Il y a ce vernis série Netflix là que j'ai pas trop aimé. Donc il y a une pénurie d'animateurs, et Ken nous avait même raconté que les grandes boîtes de prod vont même recruter sur les réseaux sociaux. Donc ça crée un tremplin pour ces animateurs en herbe, mais ils se font un petit peu exploiter quoi. Oui, mais c'est vrai que je suis pas un expert là-dessus, mais au Japon, c'est devenu des métiers très très difficiles où t'es pas payé grand chose pour une masse de travail gigantesque, et fatalement tu retrouves à avoir de moins en moins de personnes qui acceptent de faire ça quoi. Au début en tout cas, c'est vrai que pour les juniors ils galèrent, mais les seniors justement leur savoir-faire est vraiment valorisé, et en fait il y en a très 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 peu, c'est pour ça que c'est la galère. Donc adapter Shenmue en série ou même en film, le truc c'est que je trouve ça aussi vain qu'adapter Tetris ou Pac-Man, car ce sont pour moi des jeux qui ont des concepts qui sont 100% jeux vidéo. Faire une série Shenmue, de base je trouve que c'est une mauvaise idée. Shenmue c'est pas un jeu qui se raconte, et son histoire n'a que peu d'intérêt en réalité. Preuve en est, l'histoire des deux jeux sont racontées dans une seule saison,
saison de 13 épisodes. Donc ils ont un peu tout dit quoi. Alors j'ai regardé que les 5 premiers épisodes, je me suis concentré sur Shenmue 1, j'aime un peu moins Shenmue 2. Alors voilà, c'est sympa, mais ce qui est dommage, c'est que la série, je trouve qu'elle trouve pas sa narration à elle. C'est un décalque très très sage des jeux, et c'est pas du tout une narration adaptée au format série, ce qui est vraiment, je pense, un petit peu dommage. Il n'y a pas de travail, c'est un décalque. Ouais, mais c'est vrai que c'était pas évident, mais chez nous, c'est une enquête et de la contemplation. Donc, si tu veux faire une série déjà avec une narration un peu plus soutenue. On a vu, je pense, l'implication du joueur nécessaire dans le jeu. Là, franchement, en série, il y avait peut-être autre chose à faire, je sais pas. Un truc de cool, en revanche, c'est le côté un peu envers du décor, qui est rigolo. On voit ce qui se passe quand Ryo n'est pas là, ou quand nous, on le jouait pas. Mais ça a aussi des limites, hein. Ils ont essayé de trop expliquer les choses. Par exemple, le pansement. Ouais, il t'explique pourquoi il a un pansement, super. Il y a beaucoup d'expositions. La scène d'exposition au début de la série est un peu lourdingue, parce que tu le vois dans une compétition de sport de combat. Il rentre chez lui, il a ses amis, pour te montrer que ça reste avant tout un lycéen, alors que le début de Shenmue, le premier, est incroyable. Enfin, il rentre chez lui, il y a son père qui se fait défoncer, il neige. Alors même dans la série, à un moment, il fait hyper beau, il rentre chez lui, il neige. Le petit clin d'œil à la série, les clins d'œil sont pas ouf d'ailleurs, mais en fait, je vais pas défendre le manque de fidélité, tu vois, enfin dire non, c'est pas assez fidèle. C'est juste que d'un, c'est moins bien, et de deux, ça colle pas. Après que la série fasse autre chose, j'aurais aimé moi qu'elle fasse autre chose. Mais bon, elle fait ni l'un ni l'autre. Mais ma plus grosse déception, c'est que la série dévoile pas les scénarios abandonnés de Yu Suzuki. Shenmue, à la base, c'est une grande fresque de 11 chapitres, dont Shenmue 1 ne correspond qu'au chapitre 1. Shenmue 2, c'est le chapitre 3 et 4, et Shenmue 3, c'est le chapitre 5 et 6. On a l'impression que je parle de Xenogears. Mais là, vous vous dites, attends, mais il est où le chapitre 2 Tu l'as même pas dit. Chapitre 2 qui est censé se passer sur un bateau, et donc qui fait le pont entre Shenmue 1 et Shenmue 2. On voit au début de Shenmue 2 Ryo qui descend de ce bateau, ou même on voit une petite fille qui dit « Ah, merci, tu m'as sauvé, je sais pas quoi ». Et en fait... mais ce scénario, il est nulle part, hein. Il est pas dans la série, ce qui est vraiment très dommage. Il a été annulé des jeux très rapidement. Alors, on l'a vu, on a fait une enquête à la rédac avec Ken qui nous a aidé. Il y a une BD qui existe. Alors, c'est 4x4 planches, c'est assez court. Et ce passage du chapitre 2 du bateau n'est que 4 planches de ces 4 mini-BD, ces 4 scénarios. Tu les as lus ? Ça n'a aucun intérêt. Mais même ce chapitre 2 dans le bateau, c'est vraiment 4 cases, enfin 4 planches, c'est complètement éclaté. La petite fille qui se fait sauver, c'est une case. Ça n'a que peu d'intérêt. Donc voilà pour la série, hein, je suis allé vite, hein, je vous avais dit que c'était un tremplin pour mon top 10, hein, c'est avant tout ce qui est important. Donc alors, on revient sur ce top 10 all-time. Est-ce que Shenmue reste dans mon top 10 ? Alors évidemment, bien sûr, plus que jamais, et le recul me fait comprendre à quel point le jeu reste mémorable, à quel point le jeu reste en avance sur son temps, aujourd'hui encore. Pour moi, Yu Suzuki était un visionnaire, est un visionnaire, il sera étudié plus tard, c'est sûr et certain. Je pense vraiment sa maestria sur la façon dont il raconte une histoire est sous-évaluée parce qu'il est reconnu pour son gameplay. Mais moi, je pense vraiment que c'est sa façon de raconter une histoire qui est importante. La narration de Shenmue reste 100% vidéoludique. Et 20 ans après, elle reste un modèle inégalé et hélas, jamais copié. C'est du pur génie. Et ce qui est triste, je trouve, c'est qu'on se souvient un peu trop des QTE. Yu Suzuki est même moqué, alors que c'est même pas lui qui l'a inventé, Dragon Slayer, on te salue. Mais au moins, ces QTE, il avait au moins l'envie, le désir d'unir narration cinématographique, mise en scène et gameplay. Alors c'était peut-être pas parfait, c'était sommaire, mais l'ambition, elle était là. C'était pas simple. Il racontait pas une histoire simplement avec une vidéo. Il racontait pas une histoire simplement avec du texte. Tous ces jeux-là qu'on vante le mérite des histoires incroyables, mais c'est que du texte. Vous savez à quel point ça me saoule. Que des vidéos. C'était moqué, mais au moins il y avait quelque chose, tu vois. Il avait essayé de marier les deux. Ouais. Et c'est marrant, c'est ça qui a été repris et conservé par les autres. Et tout ce qu'on a essayé de voir pendant cette chronique, alors je sais pas si ça a été suffisant, mais de montrer à quel point la narration était inédite, singulière, innovante. Enfin, c'était complètement incroyable. Est-ce que Shenmue reste dans mon top 10 ? Je vous ai dit oui, mais est-ce qu'il reste à la même place ? Il était à quelle place déjà ? Il était 6e dans mon top 10. C'est bien. Franchement, j'ai envie de le monter de 2 places et j'ai envie de le mettre 4e. Donc dans mon top 10 all time, maintenant t'as top 1 FF7, top 4 Shenmue. Alors là, je suis dans l'émotion, donc c'est sûr que j'ai envie de le monter et peut-être que les jeux qui étaient à l'époque, tu vois, 4 et 5, vont repasser devant, je sais pas, mais là, vraiment, ce qui me pousse, moi, à dire qu'il est incroyable, il faut absolument que je le monte, c'est que aujourd'hui encore, comme on l'a vu, c'est que Shenmue est complètement visionnaire et même en termes de narration,
aujourd'hui est complètement solide. Donc si vous ne connaissez pas Shenmue Damien Méchery, je vous invite à le faire, je vous invite à l'essayer. Il y a une version HD, alors qui va trahir quelque peu. Par exemple, ce stick, vous allez pas avoir le coup de Shenmue, il y a le stick qui va contrôler la caméra. Ouais, mais 100%. qui apporte quand même plutôt des bénéfices, ça, je trouve. Hein. Par exemple, sur la qualité de jeu. Ouais. Même ils ont retapé l'interface du 1 pour l'adapter à celle du 2 de mémoire. Il est quand même plus agréable, je trouve. Alors moi, je l'ai refait évidemment dans sa version HD, mais j'ai mis le filtre 4 tiers, j'ai mis j'ai essayé de m'immerger au maximum. Est-ce que tu aimes bien je sais que t'aimes bien quand on reparle de Shenmue. Est-ce que je t'ai un petit peu donné envie de le refaire peut-être? Ouais, mais ce qui est cool, c'est que tu vois, je le portais très haut et même je trouve dans l'ensemble l'univers vidéoludique le porte haut. C'est un jeu mythique dont on parle souvent et tout. Mais ça me fait même réaliser ce que tu viens de dire, c'est que malgré tous les bonnes choses qu'on peut dire dessus, ça rend pas encore justice à l'ambition et à l'exploit que représente ce jeu dans le contexte de son époque, quoi. Yu Suzuki, la mère du jeu vidéo, hein, c'est vraiment... Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a joué au billard avec la mère du jeu vidéo ou pas? On l'a déjà raconté, ça? Je sais pas. Ouais, sachez qu'on a joué au billard avec Yu Suzuki, c'était très cool. Peut-être qu'on le racontera. Il est calé au billard, il aime pas, il est pas mauvais. C'est vrai qu'il est pas mauvais. Donc voilà pour ce top 10 all time, voilà pour Shenmue, il est l'heure de faire une pause, il est l'heure de l'interlude top 3. Cette semaine, un top 3 qui s'intéresse au boot de console. Alors c'est quoi un boot de console? C'est la petite animation mise en scène qui se passe quand tu allumes ta console. Donc ça c'est né, c'est pas né tout de suite. Hein, donc il y a beaucoup de vieilles consoles qui n'ont pas de boot. Mais souvent c'est quand on est arrivé à un mode où on avait un sort de menu où tu pouvais accéder avant de lancer un jeu. C'est le moment où tu peux lancer la console sans qu'il y ait de jeu à l'intérieur et il va se passer quand même un truc. Tout à fait. Je te laisse commencer, petit rappel, ou petit, qu'est-ce que je voulais dire, c'est quoi le mot que je cherche, quand on vous prévient. Disclaimer. Petit disclaimer, petit avertissement, vous allez les entendre si vous nous écoutez en podcast, et si vous nous regardez sur YouTube, vous allez même les voir. On remercie Ken, qui va nous faire un petit montage. Nico, je te laisse commencer avec ton top 3 des boots de console. Alors je commence avec le boot Xbox 360. Et voilà, donc je le trouve super cool. J'ai joué la mise en scène pour le indiquer quand c'est que Ken va le placer, tu vois. Mais déjà, à la base, on s'est dit, est-ce qu'on rend hommage au podcasteur de EYO Sound Teams, ou une rubrique, la rubrique à la bouche, où souvent, c'est Damien Méchery qui s'y plie, imite une petite mélodie avec sa rubrique à la bouche, et on s'est dit, on le fait. Ouais, on n'était pas confiants parce que c'est pas très mélodique forcément. Et donc ce boot Xbox, Damien attend qu'on parle de lui. Alors ce boot Xbox c'est cool, mais enfin on va dire c'est que ces boots là, on a choisi notre top 3, c'est à l'affect, c'est les consoles qu'on a lancé le plus, où on a le plus de souvenirs là-dessus. Et la 3.6 c'est une console que j'ai énormément joué. Et t'as ce côté, alors sans dire très américain, tomber tout de suite dans le cliché, mais tu sens qu'il y a une approche un petit peu, tu sais, on veut montrer un peu que c'est classe, que c'est une console puissante. Mais l'ensemble des boots Microsoft ont un peu ce feeling. Le boot de la Xbox, la première du nom, c'est il est encore pire. Lui. La puissance nucléaire. Ouais, c'est ça. Tu vois une molécule d'énergie. On dirait le début, je sais pas si vous avez un Dolby Cinéma dans votre ville, mais quand au début la voix te dit la puissance brute des images de ouf, mais c'est un peu ça la Xbox. Très très cool le boot 360. Pour ce qui est de mon top 3 à moi, c'est le boot de la PSP. Boot de la PSP que j'aurais été incapable d'imiter parce que je ne m'en souvenais tout simplement pas. Quand on a préparé l'émission, on s'est tous réunis autour d'un écran, on s'est tapé tous les boots, on les a tous réécoutés avec plein de nostalgie. Celui-là était trop bien, moi j'adore celui-là. Et finalement, celui de la PSP, qu'on a, en tout cas moi personnellement, j'avais pas trop en mémoire, il est trop bien. Enfin, c'est vraiment qu'il est stylé, quoi. Il est élégant à la manière de la console en fait aussi. Elle aussi remet dans son contexte. Oui, faudra faire ça. C'est une pure machine. Il faudra qu'on en parle. Voilà, c'était mon top 3 à la PSP. On passe à ton top 2. Alors mon top 2, c'est un inusable, un mythique, c'est la Game Boy. Alors voilà comment simplicité et efficacité peuvent être réunies. Quelques notes, un son emblématique, le petit tiling qu'on a tous. Quelques notes, c'est vrai que le pluriel commence à 2, donc... Mais alors je sais pas si c'est moi qui ai tellement lancé ma Game Boy et tellement joué à la Game Boy, je vais presque dire c'est un synonyme de jeu vidéo pour moi ce son, tu vois. C'est clair, il est très 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 marquant. Est-ce vraiment un boot? En tout cas, si vous lancez la Game Boy sans jeu, il se passera rien, mais il y aura au moins ce boot là. Mais oui, reste tranquille. Donc je reste tranquille et je l'accepte. Très 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 beau boot. On passe à mon top 2 qui est très très cher à mon cœur, c'est celui de la Dreamcast, mais il est aussi important pour Ken et c'est lui qui vous l'envoie. Bon,
dur à imiter. Très dur à imiter. Et moi, un truc de ouf, c'est que ce bruit-là, j'ai l'impression d'entendre un truc à la piscine. C'est genre que t'es à la piscine, c'est un peu l'écho avec la nappe d'eau et tout. Je sais pas, je l'associe à ça, quoi. Oui, parce que la qualité sonore était pas ouf, et c'est vrai, quand on les a rematés, on avait, je pense, une version assez fidèle du boot Dreamcast, où le son était assez, un peu compressé, un peu chelou, ouais. Dans une bulle, mais il existe, j'ai pu le réécouter après, une version propre, où tu as peut-être pas la version piscine. Quel est le top 1? Le top 1, objectivement le meilleur, celui de la GameCube. Là aussi, alors qui est plus facile à imiter, je pense, mais je ne m'y risquerai pas. Ah, j'ai même pas envie. Non, Alors pour moi, c'est le meilleur boot. Alors c'est pas ma console préférée de Nintendo, hein, mais c'est le meilleur parce que déjà visuellement, il est super attractif, il est dynamique. T'as un cube qui se déplie pour faire un cube géant qui lui-même donne les initiales de la GameCube. Donc déjà le logo en lui-même est top. Il y a qui forme un cube, qui forme un G, c'est formidable. T'as ce sound design qui est incroyable, et en plus il a évidemment ces deux easter eggs qui sont connus. Donc si vous l'allumez la console en maintenant le bouton Z d'une manette, bah il y aura un son un peu différent, un mode un peu bruit de singe, petit jouet qui fait pouic pouic. Et si vous avez 4 manettes et que vous maintenez les boutons Z sur les 4 manettes, ça fera encore un autre son. Encore une trivia. Voilà, plus ambiance, un peu dojo, combat, Japon, machin. Oui. Donc voilà quoi, déjà le meilleur boot objectivement, je pense. Le meilleur boot avec des trivia. Moi j'adore ce boot de la GameCube, et je pense que je trouve que c'est à partir de cette console qu'ils ont adopté ces sons très ronds, très chaleureux, qui vont être une signature par la suite. La Wii, la Wii U, la Switch, vous pouvez à l'oreille reconnaître si vous êtes dans un menu de console Nintendo ou même de jeux Nintendo. Ouais, il y a un sound design, on en parlait sur Switch Sport avec les persos qui parlent. Et c'est dans Switch Sport, tu veux. Ouais, mais vraiment ils ont une qualité sonore et vraiment toute une ambiance sonore autour des consoles et des jeux, et c'est à partir de la GameCube où ils ont commencé à adopter ça. Donc très très bon top 1. Et mon top 1 à moi, quel est-il vraiment? On n'en doute pas. C'est le contraire de l'objectivité, c'est ça? C'est celui de la PlayStation 1. Bon, je pense J'avoue, même moi, j'ai un peu les frissons, les poils. Je l'ai pas mis parce que je savais que tu le mettrais forcément. Mais oui, évidemment, ce top 3, c'est 100% de la nostalgie, hein, c'est... peut-être les boots vont être plus haut dans le classement en fonction de leur nombre. Si plus vous avez allumé une console, plus vous allez ressentir de l'émotion à l'écoute de ces boots-là. Et évidemment, la PS1, et je pense que plusieurs auditeurs vont avoir un petit pincement au cœur avec la PlayStation 1, mais aussi la Dreamcast, la GameCube et tous les boots que nous avons cités. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 dans le Discord qui connaît... on vous dit la vérité, on avait oublié de changer le lien sur la homepage du site, donc il n'y avait plus d'invitation. Le Discord était plus actif, l'invitation. Le Discord était, en tout cas, l'invitation était fermée, mais ça y est, on a changé ça. On vous réinvite, revenez, on est plus de 600. Et là, les gens sont un peu timides, hein, mais... Ça parle de jeux vidéo, ça parle de Bubsy, donc... Ça parle de Bubsy. Mais voilà, il y a les top 3, là, qui sont assez actifs, hein. Mololo qui le balance sur Twitter, merci à elle. N'hésitez pas à nous balancer vos idées de top 3 et votre top 3 des boots. Il est l'heure de passer à la seconde chronique et parler aussi d'actualité avec The Stanley Parable. Tout à fait, Stanley Parable, c'est un jeu culte qui était sorti en 2013, je pense qu'on s'en rappelle. Je l'ai fait à l'époque sur PC, donc c'est assez rare pour moi, mais ça montre bien que j'avais très très envie de m'y essayer. Et je l'avais trouvé super, donc pas de discussion là-dessus. Mais à mon sens, il lui manquait un petit quelque chose pour crier au génie. C'est vrai que tout le monde a dit que c'était un jeu génial, un jeu culte, un jeu mythique. Tu mets les pieds dans le plat direct. Donc moi j'avais ce petit truc qui me faisait me dire oui, il est génial, mais je le mets pas aussi haut que ça. Et je me demandais pourquoi, tu vois, je me disais, est-ce que j'étais passé à côté de quelque chose, ça peut arriver, on le sait. Peut-être que c'est le jeu que j'avais pas fait au bon moment, ça aussi, on sait que ça joue dans l'appréhension du projet. Et donc, depuis tout ce temps, je me disais, faut quand même que j'y revienne un jour, que je refasse un petit peu, au cas où peut-être que j'ai loupé des trucs. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'y retourne un jour, donc, parce que bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Quelle belle occasion. Et là, bim, voilà, l'occasion se présente à moi toute seule, donc débarque l'édition ultra deluxe du jeu. Et je m'y suis essayé, on va en parler un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc The Stanley Parable, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu indépendant qui est développé par le studio Galactic Café, donc qui est majoritairement composé par 2 personnes, même s'ils avaient du monde autour d'eux, mais un petit peu les 2 têtes pensantes. On a Davey Redden et William Pugh, donc c'est un petit peu les éminences grises derrière le jeu. Et le titre est d'abord apparu sur la forme d'un mode de Half-Life 2, donc on en avait, c'est un peu un truc Forgotten City, je crois aussi, est né comme ça. C'est des gens qui vont bidouiller un petit peu.
Le mode d'Half-Life 2, donc, qui tournait sous le moteur source de Valve, et qu'ils ont fait un petit peu leur jeu là-dessus à partir de ça. Et donc, le jeu a été un peu enrichi, et c'est arrivé en version commerciale en octobre 2013. Ok. Donc, c'est devenu un vrai projet qu'ils ont vendu derrière. Donc, c'est un walking simulator qui est très narratif. Alors, c'est vrai que les walking simulators, aujourd'hui, on sait ce que c'est, on a appris à connaître le genre, et c'est devenu quelque chose à part entière, quoi. Mais à l'époque, c'était encore très très récent. Celui qu'on pourrait peut-être considérer comme pas le père du genre, c'est D-Raster qui est arrivé l'année d'avant. Alors là aussi, on pourra discuter un petit peu de la genèse du walking simulator. C'est un débat. C'est vrai. Et tout frais, quoi. C'est vraiment, à l'époque, on savait... Je pense qu'on se posait pas la question de ce que c'était. Est-ce que c'était un walking simulator? On parlait de first person walking dans un premier temps. Tu vas voir avant que la dénomination se stabilise un petit peu. C'est toujours ce moment où chacun propose un peu sa version. Ok, c'est intéressant. Et tu vois laquelle reste un peu dans les mémoires, quoi. C'est rigolo, ouais. Ok. Donc, on incarne dans ce walking simulator Stanley, le personnage qui donne son nom au jeu. C'est un employé de bureau moyen, donc typique, petite cravate, toute la journée devant son ordinateur. Et un jour, il se retrouve tout seul dans son bureau et sans tâche à accomplir. Et donc, il voit que son open space est vide, et il va se lancer un petit peu à la recherche de ses collègues pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et on va voir que toutes ces actions vont être commentées par un narrateur qui va un petit peu anticiper ses actions. Donc, pour vous donner un exemple, on va arriver dans une pièce avec 2 portes, et là, le narrateur va dire Stanley poursuit sa recherche, à part ça par la porte de droite. Et donc là, libre à nous de suivre le fil de ce narrateur ou d'aller à la porte de gauche. Les fameuses 2 portes. Et voilà, ce qui va être cool, c'est que le jeu va réagir et s'adapter à chaque fois à chacune de nos actions. Donc ça va dérouler plusieurs intrigues. Donc chaque arborescence de l'histoire un petit peu va se créer une sorte de storyline qui va se boucler en quelques minutes. C'est jamais très très long. Et chacune de ces arborescences va donner accès à l'une des fins du jeu. Alors parfois drôle, parfois loufoque, parfois un peu plus badante. On va pas se le cacher, mais c'est souvent très très méta dans la direction. Donc après ça, on se retrouve immanquablement au point de départ en fait, et on se lance donc à la recherche d'une interaction qu'on aurait peut-être loupée, d'un événement surprise qu'on n'a pas encore déclenché. Et ce qui est cool, c'est qu'on va voir que le jeu va souvent retenir un petit peu les actions qu'on a déjà accomplies. C'est pas purement un reboot, ça fait partie d'une seule et même histoire en fait géante. Donc il y a l'histoire du placard à balai, pour ceux qui l'ont fait, je pense que ça vous parlera là-dessus. La première partie de l'histoire, alors moi je l'ai fait pour la première fois là avec la version Deluxe, mais la première partie pas de l'histoire, mais nos premières tentatives, et pendant au moins quelques heures, seront assez fluides. C'est-à-dire que c'est vraiment au bout de 3-4 heures, où j'ai commencé à essayer de déprouver le jeu en disant, alors ça j'ai déjà fait, je vais faire complètement le contraire pour essayer de le cramer. Ouais. Au début, il y a vraiment c'est assez longiligne. Ouais, tu vas tester un petit peu, tu dis attends, je suis passé par là la dernière fois, donc je vais refaire la partie mais en partant de l'autre côté. À chaque fois le jeu te crée des sortes de portes de sortie, des chemins alternatifs. Il va en ouvrir en fait, et le nombre des possibles, il va quand même augmenter, donc le début est assez fluide. Et donc tout l'intérêt du jeu, c'est de confronter un peu nos actions à ce narrateur-là, qui symbolise un petit peu le conditionnement du joueur et le contrôle qu'il exerce sur lui. Alors d'abord, tu te sens un petit peu comme un cobaye, comme évidemment dans Portal, le premier du nom, et par esprit de contradiction, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais je faisais systématiquement le contraire de ce qu'il me suggérait. Et avant, finalement, avec les différents essais et tout, je trouve qu'on s'attache un petit peu à ce narrateur, et ça va devenir peut-être plus un allié, en fait, quelque part, plutôt qu'une figure d'opposition. Et Stanley Parable, c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est une ode vraiment à la curiosité et à l'expérimentation. Donc à chaque fois, tu vas essayer un petit peu de gruger pour voir si telle action que toi t'imagines a été prévue par le jeu. Ouais. Et à chaque fois, t'as la satisfaction de voir que les programmeurs avaient anticipé à peu près tout ce que tu pouvais faire. C'est clair. Et c'est là ce que se contient un peu tout l'intérêt du jeu, et avec à chaque fois beaucoup d'humour, évidemment, pour venir souligner un petit peu tout ça. Donc comme Portal, j'en parlais tout à l'heure, l'écriture, c'est vraiment la première qualité du jeu, ça parvient à rendre humain. On se rappelle dans Portal une pomme de terre, qu'ils arrivaient à personnaliser une pomme de terre. Et là, c'est un petit peu pareil, donc l'écriture fait des merveilles, et ils arrivent à personnifier une simple ligne jaune peinte au sol. Je sais pas si tu te rappelles de ce passage-là. Très très bien. Et donc, Portal, c'est évidemment une inspiration évidente du jeu, et la voix off de Stanley Parable rappelle évidemment celle de GLaDOS, de Portal, mais en moins retorse quand même. On est plus dans... Ah oui, il est moins machiavélique. Carrément. Donc, le propos, vous commencez à le comprendre, j'imagine, c'est la mise en abîme du jeu vidéo en lui-même, donc c'est le cœur du projet. Ça questionne notre notion de choix dans le jeu vidéo en tant que joueur, en fait, parce qu'un jeu doit suggérer au joueur, s'il veut bien faire son taf, que le joueur a le choix, en fait, de ses actions, mais évidemment, il s'agit que d'une illusion du choix, parce que on le sait, tout évidemment déjà écrit, déjà programmé à l'avance. Donc en fait, c'est là où le jeu doit nous laisser croire qu'on a la main là-dessus, alors que c'est pas le cas. Donc Stanley Parable va nous questionner sur la pertinence, en fait, de cette illusion de libre arbitre,
sur les enjeux de cette question, et sur les limites aussi de la narration interactive au sens global, quoi. C'est clair. Et alors moi j'ai jamais réussi à prendre le jeu à défaut, hein. À chaque fois j'essayais et il me récompensait, et quelque part il te dit que finalement c'est pas grave, quoi, que le jeu reste amusant malgré tous les possibles. Et il y a même des trucs où tu te dis mais là c'est pas possible, cette action ils ont pas pu y penser. Alors moi tu m'as parlé d'une fin que j'ai même pas réussi à déclencher. Ouais, il y a 2-3 fins que j'ai dû aller regarder les solus parce qu'elles sont vraiment super alambiquées. Et là encore, ils avaient évidemment tout prévu, tout balisé, et c'est ça qui est super cool, quoi. Ouais. Donc, pour toutes ces raisons, Stanley Parable, il avait été vraiment acclamé à sa sortie, et pour des raisons évidentes, hein, je trouve, c'est quand même un super jeu. Donc, en plus, sa qualité d'écriture, donc, on a une intelligence manifeste du propos, et il est resté aussi culte, hein, on parlait du narrateur pour la voix de l'acteur qu'il incarne, donc c'est Kevin Brighting, avec son ton tout british, qui est plutôt cool. Mm-hmm. On a l'un des deux créateurs, hein, je en parlais au début, Davey Wraden, qui est revenu 2 ans plus tard avec un projet là aussi encore plus personnel qui s'appelait The Beginner's Guide, mais là je ne parlerai pas parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais ça avait l'air encore plus conceptuel là-dessus, donc peut-être encore plus personnel, je crois aussi. Ouais. Donc cette version ultra deluxe, qu'est-ce qu'elle apporte véritablement en fait, hein, donc déjà le jeu il est maintenant dispo sur console et plus uniquement sur PC. C'est vrai. Et le narrateur le prend en considération plusieurs fois. Moi il me parlait de PlayStation, de console. Alors il y a eu des couacs peut-être, tu disais Ouais, alors je l'ai plus en tête exactement, mais tu sens qu'ils avaient oublié de corriger certains. Ouais. Je crois qu'ils parlent de la touche espace à un moment sur console. Hein. Moi je l'avais pas remarqué, mais c'est aussi plaisant de voir que ça a été pris en compte. Donc cette version ultra deluxe rajoute quand même du contenu supplémentaire. Donc l'aventure initiale, bon là ça dépend un peu de votre persistance, mais c'est 2-3 heures en gros pour arriver à trouver, je sais pas, la quinzaine, vingtaine de fins. Et l'édition ultra deluxe va rajouter à peu près 1 à 2 heures de rallonge, hein, donc c'est quand même sympa, il y a quoi faire. Donc si vous connaissez le jeu, ça rajoute quand même du contenu, c'est cool, quoi. Donc je vais pas forcément trop dévoiler ce contenu supplémentaire parce que c'est un petit peu le but de la surprise, mais grosso modo ça s'articule un petit peu autour de 3 axes différents. Donc dans un premier temps, tu vas avoir une approche un peu nostalgique, je trouve un peu sympa, qui revient sur le succès du titre, sur sa sortie, ce que ça engendra après. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment l'habitude d'avoir une sorte de post-mortem des développeurs dans un jeu, inclus directement dans un jeu. Donc ça, c'est un côté, je trouve, un petit peu touchant qui est plutôt sympa. Ouais, franchement, c'est sympa. Après, évidemment, le jeu va jouer sur sa condition de remaster. Donc le terme ultra deluxe, évidemment, il est super alambiqué, mais c'est forcément voulu. Et donc là aussi, c'est un petit peu compliqué d'en parler, mais le jeu va un petit peu parler de l'industrie d'une manière d'être un petit peu plus cynique, en fait. Hein. C'est clair. Alors je préfère te laisser finir parce que je pense qu'on aura un truc à dire sur ce côté méta et contestataire. Mais du coup, on aura un petit débat à la fin, je pense. Le troisième point, c'est ce qui permet une sorte de redécouverte du jeu global, du jeu initial avec un twist. Alors je parlerai pas du twist en question, mais là aussi c'est plutôt cool et ça permet là aussi aux vieux de la vieille de reparcourir le jeu avec une vision qui est un petit peu différente. C'est très drôle parce que c'est débile. En fait. c'est ça. T'as un objet en plus. Et... Donc en tout cas, ce contenu supplémentaire, je trouve, il délaisse un petit peu la question de choix et d'interaction qui était quand même au cœur de l'expérience initiale. On est plus sur un rail de quelque chose de dirigiste et linéaire. Ouais. Je pense que là aussi, faut pas s'attendre à un contenu qui a la même ambition que le jeu initial, c'est plus du contenu bonus, hein. Qui prend en compte le fait que certains joueurs ont déjà joué au jeu et au début on te dit est-ce que tu connais Stanley Parable et on va de suite te donner l'accès. En fait c'est une porte qui s'ouvre. Moi j'avais mis du coup j'avais jamais fait le jeu et c'est pour ça je pense que j'ai cette sensation accentuée du fait que le jeu il se tient vraiment sur peut-être les 3-4 premières heures où j'étais sur un tout droit quasiment linéaire où à chaque fois j'avais pas grand chose à réfléchir pour que le jeu il s'ouvre, il me propose d'autres trucs et tout, et c'est vraiment qu'à partir de 3-4 heures où je me suis dit bon là, tu commences à creuser, à épuiser un peu toutes les options. Exactement, devant moi j'ai plus trop de possibilités évidentes, il va falloir que je me creuse un peu la tête pour trouver les nouvelles arborescences, parce que à un moment il y a vraiment cette porte qui s'ouvre et qui correspond en gros à la version Ultimate Deluxe. Donc si vous avez jamais fait Stanley Parable, vous avez vraiment un truc qui se tient au moins sur 2-3 heures propre, quoi. Ouais, il y a de quoi aussi préserver l'expérience de base en fait. Et comme tu dis, le contenu peut se déclencher un peu plus tard. Il te laisse d'abord passer quelques heures à creuser. Oui, du moment où vous avez cette porte qui s'ouvre et sur la porte il y a écrit que c'est le contenu supplémentaire, vous pouvez y aller. Mais c'est très très important de faire le jeu de base parce que c'est du méta partout. On va y venir, mais le DLC, le contenu supplémentaire, prend en compte que vous connaissez le jeu. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui comme à l'époque, je trouve Stanley Parable reste super pertinent dans son propos et dans son message. Ce message, on a pu aussi également le découvrir dans d'autres titres comme Metal Gear Solid 2 ou BioShock,
où justement les créateurs vont confronter le joueur et par une mise en abîme, donc le personnage qu'il incarne, bah justement à cette notion d'entité omnisciente et la gestion de son choix en tant que joueur. Et là, on a aussi une approche méta, donc qui va se vouloir beaucoup plus frontale et plus presque théorique dans Stanley Parable, je trouve, qui est beaucoup plus direct. Et le jeu en fait va illustrer exactement ce qu'il veut raconter. Alors ce qui est vraiment super cool, hein, donc. Oui. Mais moi, c'est là où peut-être j'avais une petite réserve sur le jeu, c'est que des jeux comme Metal Gear et BioShock vont intégrer ce propos dans une œuvre plus globale, oui. avec de la narration, avec du gameplay, avec un univers, une histoire, des personnages. Et à mon sens, enfin là, je sais que ça dépendra des gens, mais je trouve que le message est reçu de manière plus pertinente, peut-être plus forte, parce qu'il y a cette surcouche autour qui est un peu moins frontale quelque part, quoi. Ouais, je suis 200% d'accord avec toi. Je trouve qu'un message n'est jamais aussi puissant que quand il est masqué, que quand il est caché derrière ou une métaphore ou un contenu narratif. Alors, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, qu'une morale en fait, une morale qui nous est présentée noir sur blanc. Et je trouve que c'est même moins efficace. Le premier, d'être frontal, est peut-être plus compréhensible, mais est beaucoup moins puissant. Et là, tu parlais de Metal Gear Solid 2, sûrement, encore plus en l'occurrence. Je dis n'importe quoi, encore plus en l'occurrence. Si vous avez pas compris, j'étais Stanley Parable, là, tu vois. Mais là, vraiment, dans Metal Gear Solid, c'est vraiment quand tu vas commencer à comprendre la métaphore, quand tu vas commencer à creuser le message. BioShock, très bon exemple aussi, de parler de ce scénario-là, mais qui va parler aussi de son industrie, qui va être méta et qui va en fait finalement avoir un message sous-jacent et bah oui, c'est à mon sens tout le temps sublimé en fait. Ouais, alors Stanley Parable, il apparaît presque comme un cours magistral sur le sujet, tu vois, là où MGS2 et BioShock bah, serait plus une expérience que tu réaliserais toi-même. Donc je trouve ça peut-être moi plus pertinent, à voir chacun après ses goûts là-dessus. Mais c'est ce petit détail qui me fait peut-être moins crier au génie en fait que d'autres qui ont pu s'y essayer. Donc au-delà de tout ça, moi il y a aussi cet aspect, tu commences à en parler, toi, qui me touche un peu moins, c'est le côté un peu boucle de l'aventure où on va devoir un peu réfléchir à quelle solution j'ai pas exploité, quel chemin j'ai pas pris, et à passer la phase du départ qui est très très naturelle, on va avoir cette frustration un peu de se dire attends, la boucle, est-ce que je suis encore dedans, Exactement. Est-ce que je dois encore continuer à avancer, ou est-ce que j'ai vu tout le contenu, ou tu peux avoir une frustration d'avoir loupé une partie du jeu. Ça c'est peut-être nos réflexes, parce que je suis d'accord avec toi encore une fois, de vieux gamers, de se dire j'aurais aimé mon petit menu, ou alors peut-être qu'il y a des indices ou qui vont te dire que en fait tu as débloqué une nouvelle arborescence, tu as débloqué un nouveau passage, pour que à un moment tu te dises quand vous avez débloqué 19 des 20 fins, je dis un chiffre au pif mais je suis pas loin je pense, au moins savoir qu'il t'en reste qu'une, tu vois. Et j'ai cru comprendre, à un moment je me suis dit ça y est, j'ai cramé le jeu parce que les succès vont me donner à chaque fois un succès à chaque fois que j'ai une fin, et le jeu le sait, et le jeu en joue, et c'est quand même très très intelligent et très très bien fait. Mais comme toi, j'ai eu des moments de perte où je me suis dit mais attends, là je suis dans une boucle où je suis en train de recommencer une nouvelle, mais après le jeu, c'est aussi le jeu du jeu. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé plusieurs fois à refaire une storyline en gros que j'avais déjà faite pour voir si je pouvais pas la pousser plus loin. Et du coup, bon là c'est vrai que t'as ce côté, mais là c'est très très perso comme perception. On parle souvent de David Cage et de son essai sur les arborescences et la narration. Il a lui aussi essayé d'avoir quand même une narration comme ça masquée. Et puis dans son dernier essai en date, qui est Detroit, il a montré l'arborescence. Alors, pour plusieurs raisons, il en avait marre qu'on lui dise qu'il n'y avait pas de choix, que tout était illusoire. Là, il nous a dit, regardez, c'est pas illusoire. Première raison. Et surtout, c'était rendre la chose plus ludique. Et je crois que toi comme moi, on avait plutôt apprécié cette tentative. C'était paradoxal parce qu'on te dévoile un peu les coulisses du décor, ce que t'as pas forcément envie de voir. Mais là, tu comprenais justement les embranchements, tu voyais ce que tu pouvais tester pour voir d'autres pans du scénario. Et en termes pour redécouvrir le jeu, c'est vrai que c'était super cool, quoi. Mais c'est un peu contradictoire, et je pourrais comprendre que des joueurs disent non mais vous êtes fous, c'est tout le charme du jeu est justement dans cet aspect caché en fait. Clairement. Surtout pour Stanley Parable qui a un scope beaucoup plus réduit, hein. On se déplace dans un bureau, c'est 8 pièces, 10 couloirs, enfin ça il y a quelque chose de beaucoup plus petit, quoi, en termes d'ampleur, quoi. Carrément. En tout cas, c'est pour ces raisons qu'au global, je pense que j'ai par exemple préféré un jeu comme There Is No Game, qui est assez récent, j'en parlais dans le Red Alert, je crois, 2 ou 3. 69. Tout début. Parce que, clairement, il s'inspire de Stanley Parable, il y a ce même échange avec un narrateur, ce côté méta sur le jeu vidéo en tant que tel. Mais, dans son écriture, je trouve peut-être plus dense, plus ludique, et, tu vois, avec une ligne directrice qui est plus marquée. C'est-à-dire que ton aventure, elle va être progressive et linéaire, mais le message, en fait, intervient au fur et à mesure, quoi. Ouais, je comprends, un peu plus.
Peut-être jeux vidéo. Ouais. Mais après, je pense que là aussi, ça sera tout un chacun. Je sais qu'on en parlait avec Damien qui lui porte Stanley Parable au nu. Et justement, quand je lui disais que j'avais quelques réserves sur le jeu, il avait du mal à comprendre. Donc en tout cas, vous y trompez pas. Stanley Parable, ça reste un super jeu. Il y a pas de débat là-dessus. C'est brillant, c'est très très bien écrit, c'est pertinent, c'est drôle. Donc si vous l'avez pas encore fait, allez-y, il y a pas de question à se donner. Alors ça coûte un peu plus de 20 boules, je crois 22 boules aujourd'hui, la version Ultra Deluxe. À l'époque, c'était 12 € sur Steam. D'accord, petite augmentation, petite inflation. Petite inflation, mais comme la vie augmente aussi. C'est ça. C'est l'histoire de la vie. Donc voilà, c'est un super jeu, mais pour moi, dans le message qu'il essaie de faire passer, je lui préférerais quand même toujours MGS2, BioShock, ou même sur le côté humour, peut-être plus Portal. Donc, moi, c'est des jeux que je préfère aussi, mais je voulais revenir sur ce côté méta. Moi, je trouve ça... Alors, j'ai un problème avec le méta, parce que souvent, le méta... il est utilisé pour critiquer. Il est utilisé pour montrer les failles, pour montrer les vices d'un système, d'un média, quel qu'il soit. Et je trouve ça dommage parce que le méta, ça reste un outil qui pourrait servir à autre chose qu'à ou se plaindre, ou dire que c'est nul, ou que c'était moins bien. Je sais pas. C'est souvent pour passer un message cynique. C'est souvent pour passer un message cynique. Et je trouve ça très dommage. Si tu prends, je sais pas, tu vois, genre une manifestation, une vraie manifestation dans la rue pour faire grève, souvent tu vas dire, ouais, mais la manifestation c'est pour gueuler, pour dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais des manifestations, il y en a plein. Il y a des manifestations de joie, il y a différentes formes de se réunir pour dire où c'est cool, ou c'est pas cool. Et là, ça que je trouve dommage avec le méta, c'est que c'est souvent résumé à dire que c'était franchement avant c'était pas comme ça. Regardez le vice de ce système. On peut prendre comme exemple Matrix le dernier, ou même un jeu que j'adore, FF7 Remake, est quand même là pour dire mais regardez les joueurs, vous avez voulu que FF7 revienne, regardez, nous on le fait revenir comme ça. Donc les œuvres ne me déplaisent pas, mais l'outil du méta, je trouve dommage qu'il soit restreint à gueuler, quoi, et à dire, à gueuler pour dire c'est pas bien, quoi. Je trouve ça un petit peu juste un petit peu dommage là-dessus sur ce méta. Je suis d'accord. Mais écoute, merci beaucoup pour. En tout cas, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. C'est le deuxième jeu que j'essaie de réévaluer et je change pas d'avis du tout, donc je me pose des questions maintenant. Ça veut dire que j'ai rien dit. Vous avez la conclusion. Merci Nico pour ta chronique. Merci à tous pour votre fidélité. L'occasion de vous répéter encore de peut-être nous follow, comme on dit, nous suivre sur les différentes applications. N'hésitez pas à mettre le petit 5 étoiles, ça aide sur les référencements. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ne mettez rien, n'abusez pas. On est aussi sur YouTube, vous pouvez nous voir, abonnez-vous. Et toujours pareil, fin d'émission, l'occasion de faire la bise à Ken, à Ludo et à Damien, et à te demander, il va se passer quoi la semaine prochaine? T'as cru que j'allais oublier? Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, je pense qu'on va parler de Microsoft, et justement, il y a eu tous ces rachats, toute cette concentration autour du volet édition de jeux de Microsoft, et à l'approche de Summer Game Fest, faire un petit peu un point sur tous ces studios, où ils en sont, est-ce qu'il y a des partenariats avec d'autres studios, ça a l'air assez compliqué ce qui se passe en interne là-bas, et donc ça serait l'occasion de faire un point sur le volet jeux vidéo en interne chez Microsoft. Ok, semaine prochaine un peu spéciale pour nous, on va enregistrer en début de semaine, parce qu'on fait le pont. La semaine prochaine, moi je vais vous parler de deux jeux, The Dying Light 2 et Elden Ring, qui en fait ont cristallisé un défaut, un peu triste défaut, je trouve, c'est que les jeux sont trop longs, et je vais pas juste vous dire c'est long, c'est pénible, je vais essayer de vous montrer à quel point c'est un défaut qui peut un peu infuser dans l'ensemble d'une œuvre et qui est vraiment néfaste en tout point. Mais Elden Ring, ne vous inquiétez pas, reste un jeu génial, mais il aurait peut-être pu être parfait, complètement parfait. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, j'espère que ce programme vous plaît, et on vous dit encore une fois, à la semaine prochaine. Bye.